Et je suis ravie d'accueillir dans mes rendez-vous Pierre-François Vaël, président du Comité français pour Yad Vashem. Pierre-François, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Depuis tant d'années qu'on correspond, eh bien, c'est la première fois que vous venez à la radio pour parler vraiment de ce qu'est le Comité français pour Yad Vashem. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que cette institution ? Merci de votre invitation. Le Comité français pour Yad Vashem fête ses 30 ans. Donc vous avez raison, le terme institution lui sied tout à fait. Il est né en 1989 du regroupement d'un certain nombre de gens qui, chacun de leur côté, se préoccupaient de la question de la mémoire, dans un monde qui était encore très bloqué dans le silence, ou en tout cas dans la difficulté de parler, même si ça allait mieux depuis quelques années. Et il est né du regroupement de ces gens qui, chacun un peu de leur côté, s'interrogeaient, commençaient à se préoccuper précisément de l'histoire, de la mémoire, de ce qui se passerait lorsque les derniers survivants auraient disparu, même si en 1989, on en était encore loin. La question pouvait, en tout cas, se poser. Et donc, ces différentes personnes se sont réunies, différentes approches, et ont approché Yad Vashem. Un certain nombre déjà travaillaient plus ou moins pour Yad Vashem, puisque Yad Vashem est une institution qui, elle, était née beaucoup plus tôt. Et comme ça est né le Comité français pour Yad Vashem. Alors Pierre-François, vous en êtes le président. Pourquoi vous avez accepté cette tâche qui, j'imagine, n'est pas simple ? Alors entre 1989 et aujourd'hui, il s'est passé 30 ans, et dans la vie du comité, beaucoup de choses. Après les pères fondateurs qui s'étaient réunis autour de Samuel Pisar, à la fin des années 2000, le président était évidemment Paul Schaeffer. Paul Schaeffer. Et peut-être qu'il est temps que je cède moi-même la présidence. Le président était Paul Schaeffer, et qu'évidemment je connaissais très bien, puisque c'était c'est probablement le plus ancien copain de maman. C'était un ami de déportation. On va rappeler que votre mère était Simone Veil. Et Paul m'a demandé de le rejoindre au comité, dans lequel qui à l'époque s'interrogeait sur son devenir. Alors il faudrait revenir à ce qu'était l'émission du comité, mais on en parlera dans quelques instants, peut-être, et qui commençait à envisager la constitution d'un réseau des villes et villages de France qui entretenaient et honoraient cette mémoire au travers de lieux, de places, de villes, de rues, pour lesquels il crée des lieux de mémoire. Et il a voulu créer ce réseau, et ce qui était une idée absolument formidable. Et il m'a demandé de le rejoindre au comité pour le créer, le constituer et l'animer. Et puis, Paul a quitté la présidence du comité français, et il a été remplacé par Jean-Raphaël Hirsch, qui est resté pour un mandat de présidence. Et lorsque lui-même a quitté la présidence du comité, ils m'ont tous les deux sollicité, ainsi qu'Yad Vashem. Et
voilà, les choses se sont faites comme cela. J'ai pensé qu'il fallait accepter. Pierre-François, c'était une évidence pour vous de reprendre cette présidence au vu de votre enfance, de votre passé, de celui de votre famille, ou c'était plutôt quelque chose de lourd, mais que finalement vous avez concédé parce qu'il le fallait? Non, d'abord, les choses ne sont pas nécessairement lourdes. Voilà. Je m'étais engagé auprès de Paul. J'avais une certaine activité au comité, même si j'étais encore très en retrait, très derrière. Lorsque l'on m'a demandé, ça ne m'a pas traversé l'esprit de dire non. C'était une évidence. C'était une évidence. Enfin, c'était pas une évidence qu'on me le demande, mais c'était une évidence que si on me le demandait, au-delà de toutes les... Voilà. Bien sûr, de tout ce qu'on pouvait dire, il fallait accepter et il fallait le faire. Alors Pierre-François, c'est vrai que ça s'appelle le Comité français pour Yad Vashem, donc bien sûr, la question qui me vient, c'est cette institution, cet énorme endroit à Jérusalem qui est plus qu'un musée, je ne sais pas comment on peut le qualifier d'ailleurs. C'est un mémorial. Un mémorial, voilà. Alors d'abord, quels sont vos liens avec ce mémorial Comment vous le voyez, vous, et comment vous travaillez avec eux? Parce qu'il y a un centre pour francophones qui est animé par une femme très dynamique, Myri Gouros, voilà. Yad Vashem, c'est un filet d'or autour d'Israël. C'est un lieu exceptionnel qui marque une histoire exceptionnelle et qui vit et qui fait vivre les plus grandes valeurs du peuple juif. Bien sûr, il faut commencer par rappeler ce que c'est qu'Yad Vashem. Bien sûr, Pierre-François. Et c'est dans son nom, Yad Vashem. C'est tiré d'un texte d'Isaïe, d'un proverbe, et c'est à ceux qui ont disparu, à ceux qui sont partis en l'espèce en fumée, je donnerai un nom et une sépulture. Et Yad Vashem a été voulu par l'État d'Israël, à la naissance de l'État d'Israël, comme le lieu où on allait retrouver le nom des 6 millions de victimes de la Shoah. Et donc, jour après jour, Yad Vashem s'est donné les moyens à rechercher, et s'est donné les moyens de trouver, d'identifier le nom de chacune des victimes de la Shoah. Pour donner une idée, simplement, en 1971, la première fois que je suis allé à Yad Vashem, la première fois que j'étais en Israël, la première fois que je suis allé à Yad Vashem, et le Yad Vashem de 1971 n'avait pas grand-chose à voir avec celui d'aujourd'hui. De mémoire, je crois qu'on avait retrouvé 1,5 million de noms. Aujourd'hui, dans la salle des noms, dans laquelle il y a des boîtes, dans laquelle il y a une fiche au nom de chaque nom, de chaque individu, de chaque personne, avec les renseignements qu'on a pu collecter. Alors, tout ça est également numérisé, mais à l'époque, évidemment, ça n'existait pas. Et on a continué d'avoir ces fiches qui s'additionnent les unes aux autres. Et on pourra y revenir quand on parlera du comité français. Mm-hmm. Aujourd'hui, il y a plus de 4,5 millions de noms. Ah oui. On a retrouvé, identifié l'identité de 4,5 millions de personnes qui ont été assassinées et dont personne n'imaginait qu'on pourrait identifier tout cela. Grâce à un travail extraordinaire fait par Yad Vashem. Mais Yad Vashem, c'est aussi parce que les Juifs n'ont malheureusement pas le monopole du malheur. C'est aussi une institution qui travaille sur ce que c'est qu'un génocide et comment prévenir et comment ça ne se reproduise pas. Et en particulier, Yad Vashem a beaucoup travaillé et aide
le Rwanda, sur les événements dramatiques qui s'y sont passés il y a 25 ans. Ils aident des gens à se reconstruire, ils aident des gens à comprendre, ils aident des gens à participer à des programmes de formation, d'éducation, mais aussi simplement de reconstruction, de reconstitution d'une histoire, d'événements, aussi bien de façon historique que de façon anecdotique, des anecdotes individuelles. Comment est-ce que certaines personnes ont survécu, comment est-ce que d'autres n'ont pas survécu. J'essaie de reconstituer, d'aider à toute cette construction historique. Et c'est là que je disais que Yad Vashem est quelque chose d'exceptionnel, c'est qu'il ne s'est pas uniquement mobilisé sur la Shoah, mais que toute l'institution essaye d'utiliser ce que la Shoah nous apprend sur nous-mêmes, sur les hommes, sur ce que nous sommes capables de faire et de ne pas faire, pour l'utiliser comme ça a été enseigné au peuple juif pour le monde. Alors, avant qu'on parle du comité français pour Yad Vashem, je voudrais revenir sur votre première impression, ça m'intéresse. Première fois, on est en 1971, vous allez en Israël et vous allez tout de suite à Yad Vashem. Non, je ne vais pas tout de suite à Yad Vashem. Mais vous y allez. En 1971, Israël est un pays qui ne ressemble pas beaucoup à ce qu'il est aujourd'hui. Et vous êtes un tout petit garçon. Moi, je suis un jeune homme. Déjà. Et il se trouve que maman va me rejoindre en Israël pour passer. Moi, j'y passe un certain temps, 2-3 mois. Et elle va me rejoindre pour passer quelques jours. Et c'est son premier séjour en Israël. Et évidemment, il n'est pas question de ne pas aller à Jérusalem. Enfin, moi, je n'étais pas allé à Jérusalem. J'avais dû y aller une fois, mais j'y étais allé une fois. Mais maman, elle a évidemment envie de voir Jérusalem. Et donc, nous allons passer 2 jours à Jérusalem. Et à Jérusalem, il est pas question de ne pas aller de ne pas aller à Yad Vashem. Ça va sous le sens, ça tombait sous le sens. Ça tombe sous le sens, et voilà. Alors en 1971, Yad Vashem, c'est déjà au lieu où c'est, bien sûr, sur le mont du Souvenir. Magnifique endroit. Magnifique endroit. Il y a déjà des arbres qui sont plantés, mais ils sont encore pas si grands. Il y a un musée qui n'a rien à voir avec le musée actuel, qui, sur le plan architectural, le souvenir que j'en ai, mais peut-être qu'il est inexact, mais le souvenir que j'en ai, c'est que c'est un bâtiment carré, assez standard. C'est pas un hall en préfabriqué, mais enfin c'est pas grand chose. C'est pas du tout ce que c'est maintenant, c'est-à-dire un endroit tellement en même temps glamour, quoi. C'est pas ce musée magnifique, y compris par son architecture. Absolument. C'est une crypte qui est la même que celle d'aujourd'hui. C'est une crypte absolument très très émouvante. Et puis il n'y a pas encore le mémorial des enfants, la vallée des communautés qui viendra beaucoup plus tard. Bon. Mais il y a un musée. Et puis il y a un lieu qui est déjà un lieu de recherche, d'étude, d'analyse, dans lequel les survivants sont invités à remplir les DAF Ed, les feuilles de témoignage pour les gens qu'ils connaissent et qui ont été des victimes, enfin qui ont disparu, et qui participent donc à ce travail de constitution de ce que je vous disais, de retrouver les noms de ces 6 millions de personnes. Et donc, ce jour-là, maman a rempli devant moi des feuilles de témoignage au nom de sa mère, de ma grand-mère, au nom de son père, mon grand-père, au nom de son frère, mon oncle. Et puis, ces 3 feuilles, dont j'ai toujours conservé la copie, bien sûr, et qui sont manuscrites de l'écriture de maman, avec les informations qu'elle avait à l'époque. Et en 1971, si elle savait très bien les circonstances tragiques de la mort de ma grand-mère, puisqu'elle était morte à Bergen-Belsen, où elles étaient ensemble. Elles avaient été évacuées d'Auschwitz.
elle ne connaissait rien de ce qu'il était advenu de son père et de son frère, qui étaient partis dans le convoi 73, qui était un convoi un peu particulier, puisque c'est le seul qui ne soit pas allé à Auschwitz, mais il était parti vers les pays baltes. Et en 1971, on ne sait rien, mais rien. On saura ensuite très vite, enfin, au début des années 80, avant même, à la fin des années 70, 76 ou 77, on saura un peu par les travaux de Serge Klarsfeld. Et puis ensuite, on saura, au moment de la sortie du mémorial de la déportation, du livre de Serge, on saura on commencera à identifier ce qu'il est advenu de ce convoi. Mais enfin, on n'en sait encore pas grand-chose. En 1971, on n'en sait rien. La dernière étape qu'on connaît, c'est Drancy, et le jour du départ du convoi 73, qui doit être le 24 ou le 25 avril 1944. Et donc, voilà, c'est un premier contact avec Yad Vashem, ça s'oublie pas. Donc c'est quelque chose d'émotionnel pour vous, Pierre-François Weil. Comment vous voyez le musée d'aujourd'hui? Et surtout, pour revenir au comité français pour Yad Vashem, comment vous travaillez en lien avec eux? Alors, ce que je vois aujourd'hui, c'est une institution absolument magnifique qui a formidablement abordé le présent pour honorer et pour faire vivre le passé au service du futur. C'est un peu un propos un peu banal, mais non. Les techniques les plus modernes sont utilisées. Yad Vashem, entre-temps, est devenu une gigantesque institution. Ouais. Yad Vashem, dont il faut savoir que l'accès est évidemment gratuit. Oui. Hein, vous entrez à Yad Vashem gratuitement. Gratuitement. C'est pas un musée. Non. C'est un mémorial. Voilà. Mais il y a une école internationale d'enseignement de l'enseignement pour des enseignants, comment enseigner la Shoah, et puis comment appréhender, enseigner ce que c'est qu'un génocide et tout ce qui fait que non seulement on va transmettre, mais on va essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Alors Pierre-François, comment vous travaillez avec eux? Parce que malheureusement, il nous reste 5 minutes et c'est passionnant, mais on va parler du comité français pour Yad Vashem. Alors comment est-ce qu'on travaille avec eux? Eh bien, nous avons, depuis quelques années, imaginé que ce que nous pouvions apporter, nous, comité français pour Yad Vashem, parce qu'il faudrait du temps pour l'expliquer, mais on est dans une situation très particulière en France. La France est dans une situation... D'abord, la France est toujours différente des autres. Elle se veut comme ça. Mais sur cette période de l'histoire, elle est aussi dans une situation tout à fait particulière, parce qu'en un mot, elle a été un pays envahi et dans lequel il y a eu évidemment des déportations et des déportations massives. Hein. Un quart de la population, un tiers de la population juive a été arrêtée et déportée, d'abord. Et puis qu'ensuite, après la guerre, il y avait toujours une population, il y avait toujours une communauté juive, ce qui n'était plus le cas dans les pays de l'Est, dans lesquels elles avaient été complètement éradiquées. Ouais. Et par conséquent, on a toujours eu un rôle et une place particulière. Et aujourd'hui, après avoir joué un rôle très important pour aider Yad Vashem pour la constitution des noms, qui aujourd'hui, c'est plus en France qu'on cherche des gens disparus, il nous a semblé qu'on avait un rôle très important à jouer dans le cadre de la lutte contre l'antisémitisme et aussi donc dans l'enseignement de la Shoah. Et donc nous avons constitué depuis maintenant 3-4 ans des groupes d'enseignants, des groupes de professeurs que nous emmenons en stage en Israël, des gens qui ne sont jamais allés en Israël, formidable, qui enseignent en général dans des quartiers difficiles et que nous emmenons passer une semaine à Yad Vashem pour leur montrer et les faire participer à des séminaires de formation à l'enseignement de la Shoah. Des profs d'histoire, des profs de lettres, des profs d'éducation civique, du collège et du lycée, et qui sont
Voilà, et qui reviennent transformés. Pierre-François, un des pôles d'excellence aussi du comité français pour Yad Vashem, ce sont les justes. On en parlait un peu tout à l'heure. Alors, vous pouvez nous expliquer exactement quelle est votre action par rapport à ça? Il nous reste malheureusement 2 minutes. Écoutez, en France, 76 000 personnes ont été déportées sur une communauté de 350 000. C'est donc en France qu'il n'y a eu qu'un quart de la population qui ait été déportée et donc décimée. Contrairement à ce qu'on imaginait, c'est pas nécessairement les conditions, la situation géographique de la France qui a permis ça. C'est aussi parce qu'il y a eu une entraide formidable à l'intérieur de la communauté juive, mais c'est aussi parce qu'il y a eu une entraide extraordinaire du pays à l'égard de la communauté juive. C'est parce que le pays a caché, protégé, résisté civilement ou pacifiquement à ces déportations qu'elles n'ont pas eu l'ampleur qu'elles ont eue dans d'autres pays. De nombreux signes individuels et politiques le montrent. La résistance des églises. Monseigneur Saliège, la lettre qu'il fera lire fin août 42, qui va arrêter ou en tout cas ralentir le rythme des déportations. Alors les justes parmi les nations, qui est un titre qui a été décidé par Yad Vashem, eh bien c'est très important, et c'est très important que Yad Vashem dise merci à ces justes parmi les nations, et c'est cela que nous honorons et que nous essayons de plus en plus d'honorer au comité français. Je serais heureux de revenir pour vous en parler si vous le souhaitez. Pierre-François Weil, le temps passe tellement vite avec vous et on n'a pas assez de 20 minutes, bien sûr. Vous revenez pour ces justes à qui l'on doit rendre hommage, bien sûr. Merci Pierre-François Weil. Je vous remercie. Au revoir.